sont les premiers oiseaux. Mais les longues plumes retrouvées sur la queue de l'un de ces spécimens révèlent un fait intrigant sur ces premiers oiseaux. Pour connaître leur fonction, il faut s'intéresser à un volatile que l'on croise ici à Bornéo et qui présente des plumes très similaires sur la queue. Il s'agit du drongo à raquette. Et les plumes de sa queue partagent une caractéristique étonnante avec celle de son lointain ancêtre, Confucius ornis. Elles ne jouent aucun rôle dans sa capacité à voler. Elles servent probablement à autre chose. Séduire. Ainsi, à mesure qu'ils développaient leur technique de vol, les oiseaux ont continué d'utiliser leurs plumes pour parader, comme le faisaient vraisemblablement leurs ancêtres dinosaures. Pour parader, les oiseaux ne misent pas seulement sur la forme de leurs plumes, mais aussi sur leur couleur. Et à Bornéo, on croise des spécimens impressionnants. Ces oiseaux arborent de jolies couleurs, mais l'un d'entre eux les surpasse tous. Les perronniers de Bornéo. Voici le mâle. Ses plumes sont ornées de motifs flamboyants qui ont pour mission d'attirer les femelles. En comparaison, le plumage de la femelle paraît bien terne. Tout d'abord, le mâle attire la femelle sur son territoire et pour cela, il mise sur la pelle de l'estomac en lui proposant un verre. Il se met à agiter ses superbes plumes. Il débarrasse le sol de tout ce qui pourrait gêner sa représentation. Lorsque la femelle tente d'attraper le verre, il déploie toutes ses plumes en un magnifique éventail. Si la femelle a apprécié cette démonstration, elle le choisira pour partenaire parmi d'autres rivaux. Mais elle finit par repartir avec le ver de terre. La performance n'était visiblement pas à la hauteur. Les plumes, si légères et si faciles à déployer, sont donc d'excellents panneaux d'affichage qui servent à faire de la publicité ou à publier un avertissement. Mais pour savoir comment les premiers oiseaux utilisaient leurs plumes pour voler, nous retournons en Grande-Bretagne. Sur les rives du Loch Lomond en Écosse, on peut admirer des oiseaux qui comptent parmi les plus majestueux de notre ère. Des cygnes chanteurs. Ces oiseaux ont grandi au contact des humains. Ils me laissent donc les approcher. Les petites plumes qui couvrent leur corps ont toujours une fonction d'isolation. Mais celle-ci est une plume qui sert à voler. Elle est extrêmement solide, mais très légère.
Et les filaments qui se trouvent de part et d'autre de la tige, les barbes, s'encastrent pour former une surface continue qui retient l'air. Mais pour soulever un oiseau de cette taille, l'air doit passer très vite au-dessus de l'aile. Alors pour prendre de la vitesse, le cygne court à la surface de l'eau, un peu comme un avion roule sur la piste avant de décoller. Si vous observez de près le vol de ces oiseaux, vous pouvez voir combien leurs ailes sont des merveilles d'ingénierie. Elles sont capables d'adapter leur forme et leur battement au courant d'air environnant de manière à les propulser et à les soulever. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Si nous regardons ces images au ralenti, nous pouvons voir en détail tous les changements subtils qui s'opèrent à chaque mouvement descendant et ascendant de l'aile. Les plumes se chevauchent pour former une surface lisse et galbée qui s'étend bien au-delà de l'os. Arrondie à l'avant et pointue à l'arrière, elle présente la forme aérodynamique par excellence qui génère de la portance. À chaque battement vers le bas, la pression de l'air au-dessus de l'aile est réduite, de sorte que l'oiseau est aspiré vers le haut. Constituées d'eau reliées entre eux et recouvertes d'un dense plumage, les ailes du cygne peuvent exécuter des mouvements délicats et subtils. Les plumes glissent l'une sur l'autre. Ainsi, lorsque l'aile change de forme, ses contours restent lisses. Lorsque le cygne rétracte légèrement ses ailes entre deux battements, les plumes glissent les unes sur les autres pour permettre au profil aérodynamique de continuer à générer de la portance. Tout dans l'anatomie du cygne est conçu pour le vol. Un bec léger, une queue raccourcie et des os partiellement creux. Le résultat, une créature volante légère et efficace. Nous naviguons à environ 50 km/h. Mais ces oiseaux pourraient facilement accélérer et nous semer s'ils le voulaient. Depuis leur apparition sur le corps des dinosaures, les plumes ont donc eu plusieurs fonctions. À l'origine,
elles servaient à tenir chaud. Puis, certaines sont devenues plus grandes et ont développé des couleurs. Ces plumes-là servaient probablement à parader. Et c'est plusieurs millions d'années plus tard seulement qu'elles ont permis à leurs propriétaires de prendre les airs. Ainsi, il y a environ 150 millions d'années, les oiseaux ont rejoint les ptérosaures et les insectes dans le ciel. Puis, il y a environ 66 millions d'années, un cataclysme d'une ampleur sans précédent a entraîné la disparition de la plupart des créatures qui peuplaient notre planète. Selon toute vraisemblance, la chute d'une énorme météorite serait la cause de cette extinction de masse. Et les créatures dominantes de cette ère, les dinosaures, se seraient éteints des suites de ce cataclysme. Les ptérosaures ont complètement disparu, et seuls quelques oiseaux ont survécu. Le ciel a dû rester inoccupé pendant une courte période. Puis, une nouvelle espèce de créature volante est apparue. C'était l'occasion pour un groupe de petits animaux à fourrure et à sang chaud qui avaient gambadé entre les pieds des dinosaures pendant plusieurs millions d'années de se développer, les mammifères. Les premiers mammifères à prendre les airs étaient vraisemblablement adeptes du vol plané. Et une créature mystérieuse aujourd'hui nous offre un aperçu de ce à quoi il ressemblait. Cette créature vit dans les forêts de Bornéo. C'est le Dermoptère. Appelé aussi colugo, il est doté d'une étrange membrane qui va de la tête jusqu'à la pointe de la queue et englobe même les pattes. Mais pour savoir comment il se déplace dans les airs, nous devons attendre la tombée de la nuit. Dès qu'il atterrit, il regagne l'altitude qu'il a inévitablement perdue en escaladant un tronc. C'est de loin le plus doué de la forêt en matière de vol plané. Il peut parcourir plus de 100 mètres en un saut. C'est un animal très ancien. Certains pensent même qu'il n'a presque pas changé depuis l'ère très lointaine où les mammifères ont pris leur envol. Mais les mammifères ne se sont pas arrêtés là. Ceci est un fossile qui date d'environ 52 millions d'années. On distingue la tête, des dents très développées, la colonne vertébrale, les côtes, une longue queue, les pattes arrière. Et ce qui nous intéresse le plus, des mains se terminant par des doigts extrêmement longs qui étaient reliés par une membrane de peau. Vous l'aurez compris, il s'agit d'ailes, et ces ailes pouvaient battre. Nous avons ici le plus ancien fossile de chauve-souris jamais découvert.
On ignore par quel processus les doigts de la chauve-souris ont commencé à s'allonger pour devenir des ailes. Mais pour comprendre comment ces premières chauves-souris volaient, il suffit d'observer leurs descendantes. Ces chauves-souris comptent parmi les plus grandes de leur groupe. Ce sont les roussettes. Elles ont une envergure de plus d'1 mètre. Au ralenti, on peut voir que ces 4 doigts sont écartés dans le mouvement descendant, de manière à ce que la membrane soit déployée et tendue, puis se regroupe dans le mouvement ascendant. Seul le pouce reste libre. En repliant ainsi ses ailes, la chauve-souris réduit sa résistance à l'air entre 2 battements. Le bord arrière de la membrane alaire est relié aux chevilles, de façon à ce que sa surface soit maximale. Les chauves-souris dorment la tête à l'envers, suspendues à une branche. C'est ainsi qu'elles passent le plus clair de la journée. On pense que les premiers mammifères étaient nocturnes, probablement pour échapper aux dinosaures qui saccageaient tous sur leur passage pendant la journée. Les chauves-souris ont donc perpétué les habitudes nocturnes de leurs ancêtres. Elles ont aussi hérité de sens extrêmement développés qui leur permettent de se déplacer la nuit. Des yeux nyctalopes qui voient dans l'obscurité et un odorat très sensible qui leur permet de trouver de la nourriture dans le noir. De toute façon, le ciel était déjà occupé par les oiseaux le jour. Grâce à ces attributs, de larges ailes membranaires et des sens extrêmement développés, les chauves-souris ont prospéré dans le monde entier. Aujourd'hui, on en recense plus de 1100 espèces, ce qui représente 1/5 des mammifères. Ainsi, il y a 50 millions d'années, 3 groupes de grands vertébrés avaient rejoint les insectes dans les airs. Les premiers étaient des reptiles, les ptérosaures, dotés d'ailes membranaires soutenues par un doigt surdimensionné. Puis, un groupe de dinosaures a développé des plumes et a engendré les oiseaux. Mais avec l'extinction massive des ptérosaures et des dinosaures, les oiseaux et un nouveau groupe de mammifères, les chauves-souris, ont pu prendre le contrôle du ciel. Chacun de ces 2 groupes avait développé ses propres techniques pour prendre les airs. Et chacun d'entre eux était destiné à peaufiner l'art du vol à l'extrême. En poursuivant notre voyage dans le temps, nous verrons comment les oiseaux se sont adaptés et diversifiés pour devenir les créatures fascinantes qui peuplent notre ciel aujourd'hui. De redoutables chasseurs. Des créatures qui volent en formation et exécutent de spectaculaires acrobaties aériennes. Nous découvrirons comment les chauves-souris ont développé un nouveau sens pour chasser dans l'obscurité. Et nous explorerons un lieu extraordinaire où insectes, chauves-souris et oiseaux continuent de se distinguer.